Salut les tisseurs de fibres, c'est François de Musculation Libre et ce soir j'ai le plaisir d'interviewer Frédéric Delavier. Salut. Frédéric, salut. Bonjour. Frédéric, tu es l'auteur de pas mal de bouquins maintenant qui font légion dans le milieu de la musculation. Le guide des mouvements de musculation notamment, c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Tu as enchaîné après avec différentes publications avec Michael Gundin. Tu fais des très bons croquis, très précis. Tu es spécialiste aussi d'anatomie, de morphologie. Comment est-ce que tu as commencé la musculation? Comment est-ce que tu en es venu à dessiner? Dans quel sens ça s'est fait? Est-ce que tu as commencé par l'un, par l'autre? J'ai toujours dessiné, c'était tout le temps un plaisir pour moi. Moi, je faisais partie des petits-enfants qui dessinaient. Donc j'ai tout le temps pris du plaisir à observer le monde et à le reproduire par le dessin. Donc c'était toujours une gymnastique et j'avais plaisir à faire des dessins, à les montrer à mes parents qui disaient bravo, 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 comme un peu les petites filles aiment bien faire de la danse en tutu devant leurs parents et elles éprouvent un grand plaisir à se montrer en train de danser. Moi j'avais un plaisir à montrer mes dessins terminés et puis la perfection, bien la qualité de mon graphisme, même petit, je me souviens. Donc j'étudiais aussi, je me souviens à 3-4 ans, quand les garçons dessinaient des bonshommes avec des bras tendus comme ça, les enfants ils dessinent des bonshommes comme ça, ben moi je faisais ça, puis je disais mais non, ils n'ont pas les bras tendus, et je leur cassais les bras comme ça pour montrer les articulations. Donc déjà j'avais fait une étude anatomique à 3-4 ans, donc vous voyez, non à 4-5 ans pas. T'as commencé à pousser de la fonte à quel âge? J'ai commencé, j'avais une barre de traction à la maison, une barre fixe, hein. Ouais. Donc à chaque fois que j'allais, elle était dans le couloir entre ma chambre, la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Donc à chaque fois que j'allais me laver, j'allais manger et j'allais faire pipi ou caca, je faisais des tractions et là j'ai trouvé un plaisir à faire des tractions. D'accord, ça t'est resté par la suite les tractions? Voilà, je pense que j'ai multiplié les fibres dans le dos à ce moment-là. J'avais déjà sûrement une bonne génétique. Mais c'est pour ça que je suis devenu très fort en traction. Je me souviens quand j'étais jeune, je finissais par faire des tractions d'un bras en série. Je sais que j'en faisais en série de 6 d'un côté et 10 de l'autre. Alors c'est dommage qu'à l'époque il n'y ait pas eu Internet et YouTube, parce que t'aurais fait un carton. Maintenant je suis un peu lourd, mais on voit quand même qu'à 47 ans, je fais encore des podiums avec les meilleurs Français qui sont les meilleurs nationaux aussi. Et tu as écrit un bouquin aussi sur les tractions, oui, comme c'est la mode actuellement du street workout, il y a des compètes, on dit bon, on va utiliser ça pour pouvoir faire un bouquin, puis en même temps ça m'a permis de travailler, d'expliquer l'évolution humaine, le passage du monde arboricole à la savane, et puis le changement de morphologie des épaules, et puis comme je fais aussi des concours de traction, j'explique aux gamins comment faire des tractions, comment les gagner, et puis surtout c'est extrêmement valable pour les corps d'armée, par exemple pour même la gendarmerie, même la police. T'as fait du powerlifting aussi? J'ai commencé par le powerlifting, j'ai commencé par le judo. Et je m'entraînais en musculation pour complément au judo. Alors, j'étais pas mauvais en judo puisque j'avais terminé 2e au championnat de Paris, mais j'aimais bien le sol et je faisais exprès d'aller au sol. J'étais un peu en ce qu'ils appelaient la non-combativité. Tu t'amusais bien à l'entraînement de muscu? Voilà, je m'entraînais en spécifique judo, puis après je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus fort en musculation, en force, que j'étais en judo potentiellement. Et puis c'est pour ça que j'ai fait des concours de powerlifting, parce que j'étais bon dans le lever de barre, on va dire. Et t'as connu comme ça à l'époque Marc Bouillot? Oui, j'avais été repéré par Lozon parce que je poussais lourd, en soulevé de terre, en squat, aussi en couché, et puis il s'entraînait dans l'équipe de Marc Bouillot qui avait la meilleure équipe de France d'ailleurs, qui était une des meilleures internationales aussi, puisqu'on avait de nombreux champions. Donc c'était à l'époque où vraiment l'équipe de Bouillot avait un niveau international. Et là, il récupérait tous les mecs bons de la région parisienne, et puis je suis rentré dedans. Puis j'étais bon, puis j'ai fait 2e au championnat de France, une fois 4e, en moins de 90, une fois 2e en moins de 90, champion de France par équipe et puis vainqueur à la Coupe de France. J'étais meilleur en moins de 90, mais comme il y avait à l'époque l'Apostole et Marie-Sainte qui étaient énormes, j'ai fait 4e, j'étais pas loin du 3e, mais l'Apostole était un monstre, on le connaît, salut l'Apostole, et puis Marie-Sainte il doit me voir aussi des fois. Tu as écrit beaucoup de bouquins? Ouais, j'ai écrit beaucoup de bouquins. Alors j'en ai ramené que 2, désolé, parce que je viens en transport, donc je voulais pas me trimballer. Ça c'est le vieux, il fallait montrer le nouveau. Ça c'est un vieux. Oui, mais pour moi il a une grande valeur sentimentale celui-ci. Et le nouveau a au moins 50 pages de plus. J'en ai ramené un 2e, cette fois-ci j'ai
Méthode de Lavier de musculation volume 2. Voilà. Donc coécrit avec Michael Gundil. Michael Gundil, ouais. Ce bouquin, le guide des mouvements de musculation, alors là, l'autre version, elle est noire et jaune, je crois. Oui. Donc la nouvelle. Hein. Alors ça, c'est les briques de l'entraînement, c'est-à-dire c'est tous les exos, un par un, avec comment les faire et comment ne pas se blesser, comment les pratiquer, les dangers, les avantages. Et en même temps, on cible le dessin qui montre exactement où ça travaille. Et en plus, il y a les différentes morphologies. Donc, est-ce que cet exercice est valable pour ta morphologie ou pour celle de ton voisin? C'est-à-dire qu'on va parler des brevillignes, longillignes, la largeur d'épaule, largeur d'épaule, longueur des bras, longueur des jambes, taille du buste. Tout ça, ça joue énormément quand on fait un exercice. En sachant qu'un longiligne aura beaucoup plus de difficultés, par exemple, à réaliser un squat qu'un brevilligne. Donc, c'est quelqu'un qui a des jambes courtes. Hein. On en arrive à la méthode de musculation de Lavier. Alors ça, en plus, c'est des programmes. Voilà, Alors, on va parler des morphologies, mais un peu moins, mais on est surtout axé sur les exos et les programmes. Voilà, donc il y a une grosse partie. Et on parle aussi de la morphologie. Les pages en orange sur les exercices, donc énormément d'exercices quand même. Et à la fin, effectivement, quelques programmes selon le niveau, adaptés en fonction de la fréquence hebdomadaire d'entraînement. Alors, la première partie m'a aussi beaucoup intéressé parce que vous parlez avec Michael Gundil de système nerveux notamment et de recrutement des fibres. On peut recruter 100% des fibres musculaires d'un même muscle? Les gens doués peuvent le faire. Mais D'accord, moi je croyais qu'on était vraiment très très bas, peut-être à 20-30%. Je pense que c'est vraiment variable d'un individu à l'autre, hein, tout ça. D'accord. Ça dépend des schémas nerveux que tu as fait quand tu étais jeune, des réflexes que tu as eu, et puis aussi ta capacité de recrutement. Est-ce que tu penses que c'est possible d'améliorer ce bien sûr, oui, bien sûr. Par quel type de travail? Par des travail de force, des travail d'explosivité. On fait des schémas nerveux qui permettent de recruter un maximum de fibres. D'accord. Tu vois? D'accord. Donc ça veut dire qu'il est possible de devenir plus fort en recrutant plus de fibres. Sans construire de masse corporelle supplémentaire. C'est le but. Le but, c'est de faire des schémas nerveux, de faire des connexions synaptiques qui permettent justement qui sont reliés à nos nerfs, qui sont reliés à nos muscles, de faire des schémas nerveux permettant de recruter un maximum de fibres en même temps. Et souvent, on va recruter un maximum de fibres de plusieurs groupes musculaires. C'est pour ça qu'on est fort. Alors une fois qu'on a atteint ce seuil, à peu près le nombre maximal de fibres musculaires qu'on est capable de recruter, comment est-ce qu'on fait pour continuer à progresser? On prend du volume. Immanquablement, une fois qu'on sature sur le niveau nerveux, on est obligé de prendre en masse. Quand tu prends du volume, tu deviens plus fort, mais ce volume peut te ralentir sur certains mouvements et tu deviens moins fort. C'est le cas des boxeurs. Quand tu fais du développé couché classique pour être plus fort, effectivement, tu es plus fort, tu lèves des barres plus lourdes, mais quand tu vas donner une pêche, comme tu n'as pas l'habitude, tu as pris trop de volume, par exemple musculaire, et puis tu n'as pas l'habitude de faire travailler en synergie les muscles du coup de poing, tu vas t'alourdir et tu vas perdre de la puissance, donc tu vas devenir moins fort, si tu veux. À propos de ça, vous avez écrit un autre livre avec Mickaël sur le fight, la musculation adaptée au fight. Musculation pour le fight, parce qu'il y avait énormément d'erreurs, on voyait les mecs qui s'entraînaient, qui faisaient du développé couché classique, et qui faisaient vraiment qu'il n'y avait rien à voir, du squat complet, évidemment. Quel fighter a besoin de faire du squat complet? Je veux dire, c'est des mouvements qui sont spécifiques à certains exos, style l'haltérophilie, tu vois, le squat complet c'est un complément d'haltérophilie, mais ça n'a jamais été un mouvement, par exemple, fait pour les mecs qui font du fight. Pour les mecs qui font du fight, tu as des machines beaucoup plus efficaces, tu as des exos beaucoup plus efficaces, des mouvements d'arraché, des mouvements de soulevé de terre pour prendre un mec au sol, des mouvements, le jammer, tu sais, c'est cette machine que tu pousses devant ou tu pousses avec les jambes aussi. C'est bien plus en rapport avec les mouvements que tu vas pratiquer dans le combat. Est-ce qu'il est possible, selon toi, tu sais, quand on voit les culturistes qui font du posing lors de compétitions de muscu, lors de compétitions de se développer sans charge, c'est ça? Voilà, c'est ça, par la contraction volontaire. Le simple fait de contracter comme ça son biceps, est-ce que ça peut permettre de stimuler? C'est le yoga, toute contraction stimule, bien sûr, mais... Parce que là, on n'a pas la charge qui va nous imposer quelque chose, c'est vraiment la volonté qui... mais la maîtrise de son corps à ce niveau-là, c'est quand même dur à atteindre. Et puis, c'est pas spécifique au mouvement, c'est le problème, parce que tu vas avoir du négatif, du positif. Le problème, c'est qu'effectivement, tu peux développer ton muscle, mais tu ne vas pas forcément l'adapter à la vie de tous les jours non plus. Tu vas faire un gainage, qu'on appelle, tu es capable de bloquer. Donc, tu peux prendre du volume, effectivement,
mais là-dessus, tu vas être vite limité aussi. Du fait que tu contractes l'agoniste et l'antagoniste en même temps. Voilà. Ça, le yoga, c'est ça un peu. Le yoga, alors, il y a le yoga psychologique, il y a le yoga qui est une démarche spirituelle de maîtrise du corps, hein. Mais il y a aussi mais il y a aussi le yoga qui est une démarche de tonification du corps, pour la longévité aussi, pour le bon fonctionnement. Là, c'est vrai que tu vas développer, tu vas gainer, mais ça n'a rien à voir avec un développement musculaire. Mais c'est vrai que par exemple, fonctionnel pour le mouvement. Ouais. Et par contre, pour le gainage, c'est excellent pour des gens qui ont des scolioses, pour des gens qui ont des problèmes. C'est bien. Alors, bien que ça soit très très dur, c'est un effort intense le yoga. Ouais. C'est un vrai sport. Mais donc tu penses que ça peut être possible par une contraction comme ça de posing, de stimuler la croissance, le volume musculaire? Ah oui, mais ça ne sera jamais le même développement que par un poids. En prison, tu as des problèmes, tu as tout le temps moyen de faire de la contraction volontaire. Les gens alités, les gens blessés, on leur fait faire de l'électrostimulation. Dans la méthode de la vie, vous parlez également, j'enchaîne un peu sur le même ordre d'idée, de l'acuité musculaire. Et on apprend à localiser. Ça, c'est valable plutôt pour le développement du volume pour le bodybuilding. Est-ce que toi, en powerlifting, par exemple, ça peut être utile? Alors, en powerlifting, on va tellement vite, en vérité, ça se voit pas, mais on travaille la vitesse. D'un seul coup, tu enlèverais la charge d'un mec qui fait un soulevé de terre ou un squat, tu le verrais partir au plafond et exploser. Un peu comme les haltérophiles qu'on voit sauter quand ils ont pas leur charge. C'est en vérité un travail de vitesse. Hein. C'est pour ça que les sprinters font du travail qui s'apparente au travail du powerlifter, avec pas les mêmes mouvements exactement, mais avec le même type d'entraînement. On travaille l'explosion, hein. Donc on gagne de la vitesse. Mais le bodybuilding sur la localisation, c'est autre chose. C'est pas fait pour la vitesse. C'est fait pour localiser des muscles et le développer. On doit construire du muscle pour être esthétique. Des critères qui peuvent être un peu délirant des fois, mais on n'est pas dans le but de la performance. Mais le muscle gagné sera un muscle plus puissant, bien sûr, et plus fort. Est-ce que sur les charges lourdes, où tu cherchais à mettre de la vitesse, tu avais en plus une sensation musculaire, comme peuvent l'avoir les bodybuilders, ou c'est différent? Non, moi je te concentrais sur le ressenti. Non, on se concentre sur le ressenti pour le gainage, pour éviter les accidents, parce qu'on m'a mis des charges tellement lourdes que si vous faites mal le mouvement, si vous partez à droite ou à gauche, si vous n'êtes pas gainé, s'il n'y a pas les muscles stabilisateurs qui sont là, vous risquez d'accidents graves. Donc c'est toute une éducation, mais au bout d'un moment, on maîtrise tellement le mouvement qu'on ne se blesse pas. On sait qu'on doit être tellement gainé, on doit être gainé à fond, donc les lombaires contractés, donc on est obligé d'avoir une proprioception, de sentir le lombaire, de se faire un schéma mental du lombaire et de se contracter tout le lombaire et les abdos pour éviter l'affaissement du buste, par exemple, qui serait dramatique. Un arrondissement du dos sur un maxi en squat, c'est l'hôpital, ou en soulevé de terre. Ce qui est arrivé à Ronnie Coleman, il a fait sauter il a explosé ses vertèbres, ses disques intervertébraux sur un soulevé de terre, je crois que c'était 360, mal contrôlé. Les haltéros, c'est encore pire parce que eux, ils ont une technique à maîtriser qui est beaucoup plus complexe. C'est des danseurs avec en plus un travail musculaire de gainage. Le powerlifting, on est plus en force. La technique est là, il y a une technique très importante mais qui n'a rien à voir avec la technique d'haltéro. Je te propose de passer à la rubrique suivante. Ça va être des questions un peu plus personnelles, un petit peu plus intimes, si tu es d'accord. On va parler de ce que tu manges. Tu consommes beaucoup de fruits et légumes, on parlait tout à l'heure de Thierry Casasnovas. J'en ai pris quand j'étais jeune, j'avais une juiceuse très tôt avant la mode, un extracteur de pas un extracteur de jus, une centrifugeuse, très bien suisse que j'avais acheté ça en Hongrie, je vis depuis longtemps en Hongrie, et puis c'était chiant à laver donc j'ai arrêté. Moi j'ai des problèmes de digestion, parce que j'avais pas le temps de manger, je bois pas d'alcool, je fume pas, je prends pas de graisse excessivement, mais je bouffe des calories pourries, des calories vides, ce qu'on appelle des aliments raffinés, raffinés, de la viande, un peu de fruits mais pas beaucoup, j'ai pas le temps. Donc ça n'est pas une alimentation qui était géniale. Une flore intestinale dégradée, des flatulences et puis des selles mous, souvent. D'accord. Donc vous savez tout sur Frédéric Delavier. Et odorant. Pour les femmes qui voudraient savoir un peu plus sur moi. Et j'étais en Hongrie, donc je mange bien là-bas. Du goulash, la bonne viande de cochon de bonne qualité, il est bio là partout parce qu'ils font très attention à leurs animaux. Et j'ai un pote qui me dit regarde, il y a Alexa Diamand qui est une actrice porno et qui s'était mis à faire des concours de tout mène à tout
des concours de bodybuilding, de fitness. Et elle se met à gagner les concours de fitness en Hongrie. Ouais. Je regarde la fille, mais elle est vraiment jolie. Puis c'est une ancienne danseuse qui avait fait du porno, mais c'est culturel là-bas. Évidemment, c'est par le bodybuilding que tu l'as connue. Hein. C'était pas par les vidéos. Ah bah non, j'avais jamais là-dessus, moi. Attendez, non. Internet n'existait pas. Les cassettes vidéo, non. Mais non, personne ne va là-dessus. Et alors, donc, j'ai encore dire. Pas l'auteur du guide des mouvements de musculation. Ah non, je suis un homme, un exemple. Non, je rigole. Mais bon, il se trouve que cette fille, on me la montre, on me dit, regarde, elle fait des concours de bodybuilding. Et elle était vraiment bien. Et je la vois. Et un jour, je vais en soirée, puis je devais faire un livre sur les femmes. Et puis je la vois en soirée, puis je dis, mais attends, c'est Alexa Diamande. Et vraiment une belle fille, j'arrive de près, vraiment super belle gueule. Je discute avec elle, elle est sympa. Et après, je vais sur sa page Facebook. Et je m'aperçois qu'elle est passionnée de diététique et qu'elle fait plein de jus. Et je dis, mais j'ai compris, alors elle avait parlé des jus verts, ce qui donnait une bonne mine et ce qui lui donnait la possibilité de sécher sans avoir de fatigue, parce qu'elle était remplie en fin de compte de sels minéraux, d'oligo-éléments, de micronutriments qu'on trouve dans les jus et légumes en grande quantité quand on boit. Tu te dis, voilà pourquoi une bodybuildeuse peut rester en jeune, la peau. Voilà, c'est pas une bodybuilding, une fitness, mais quand même c'est très dur fitness. Ouais. Et alors j'ai commencé à faire du jus, je reprends mes jus, et franchement, à partir du moment où j'ai repris mes jus, donc j'ai commencé à prendre des jus, puis je me suis renseigné sur internet, et j'ai dit tiens les recettes, et là je suis tombé sur Casanovas. Et là j'ai suivi ses vidéos, et voilà, Thierry Casanovas, et j'ai dit mais c'est vachement sympa, et j'ai repris toutes ses recettes, j'ai étudié, puis c'était vachement agréable, il donne des recettes, il parle un peu de tout, et puis il a une façon très agréable et ludique, on va dire, de parler de la nutrition et de la physiologie humaine. Ouais. Donc c'est un très calé en plus sur le système digestif. Voilà, c'est un grand vulgarisateur et on doit lui reconnaître ça. Hein. Alors on soit végétarien ou pas, c'est pas grave. Lui, il était dans une optique un peu parce qu'il était très malade, donc c'était un peu au début le tout pour le tout. Je suis végétarien. Et puis comme c'est quelqu'un qui est très intelligent, il adapte toujours ça. Il adapte, il revient des fois sur ce qu'il dit, tout ça pour évoluer. C'est un monsieur qui évolue. Il ne cherche pas à rendre les gens végétariens. Il cherche plutôt à les ouvrir, essayer des jus. Oui, on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Alors je dis tiens, je vais essayer. Effectivement, du jour au lendemain, j'ai eu ma flore intestinale qui s'est remise en place. Et puis elle n'aura plus de troubles digestifs le matin. Mes performances augmentaient avec les jus d'une façon très impressionnante. Ah oui. Ouais. Et comme on dit les protéines, mais les micronutriments c'est quand même. Oui, c'est très important, plus que les protéines. Ça permet de conserver du muscle, d'avoir assez de protéines pour conserver du muscle. Mais le problème, si on prend que des protéines, on va manquer de micronutriments et on va avoir un corps beaucoup plus fragilisé. L'homme n'a pas besoin de manger beaucoup de protéines, à part les travailleurs de force. Mais il faut savoir que l'homme, surtout l'homme du Nord, l'Européen, il avait une alimentation qui était, alors malheureusement, je vais dire ça pour les gens qui sont végétariens, ils disent oui, on peut passer, mais sauf que nous, on a des adaptations. L'homme du Nord, l'hiver, il n'y a plus rien à manger et on est obligé de se rabattre sur les animaux. C'est pour ça qu'au paléolithique, donc avant le néolithique, donc avant 10-12 000 ans, donc il y a longtemps, l'homme était, surtout au Nord, était branché sur la chasse et la cueillette, et surtout il se nourrissait des animaux, et surtout dans les animaux, pas essentiellement la protéine, mais ce qui était fondamental, c'était le gras, et aussi le collagène, toutes les fibres de collagène, les protéines de collagène, plus que les autres acides aminés du muscle, du muscle contractible. Et c'est vrai qu'actuellement on a un énorme problème dans notre société industrialisée, c'est qu'on bouffe tous des blancs de poulet, on bouffe tous du steak, mais on oublie de manger les abats, on oublie de manger les articulations, on oublie de manger tout ça et on se trouve carencé en bon gras, en collagène souvent, donc d'où toutes les blessures à un certain moment, les dégénérescences musculaires qui fait qu'on manque de collagène. Ce qui structure le muscle, c'est pas ces éléments contractiles. Une petite question personnelle, est-ce que tu pratiques le cheat meal, si c'est pas trop indiscret? Le cheat meal, toute la semaine, on est assez carré sur la diète, on pèse ses macronutriments, etc. On mange des brocolis, et on se lâche le week-end. Et voilà, et le week-end on fait n'importe quoi. C'est absolument, non, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'on habitue son corps à ne pas être tout le temps en carence. Donc, un corps qui est en carence va finir par se mettre à stocker par réaction, et va finir par même marcher au ralenti, après avoir puisé, donc c'est pas bon. Donc tu cautionnes le... C'est pas un truc de jeune, ça, c'est un truc de vieux. Mais c'est sûr que si tu es en carence permanente, au bout d'un moment, ton corps il se met au repos pour essayer de durer plus longtemps et pas mourir. Mais toi, est-ce que tu te mets en carence du coup la semaine, ou tu as un mode alimentaire qui est à peu près constant? Non, j'ai un mode alimentaire constant, et puis moi je m'en fous d'avoir les abdos apparents. Moi ce que je veux, c'est d'être en bonne santé. Est-ce que tu fais attention à l'impact de ce que tu consommes sur
le bien-être animal ou sur l'écologie? Ah oui, bien sûr. En France, par exemple, j'évite de manger du poulet parce que les élevages de poulets, c'est une catastrophe. C'est des concentrationnaires, c'est des pauvres bêtes qui ont été sélectionnés, difformes, c'est-à-dire avec des grosses poitrines incapables de marcher, avec des défauts cardiaques. Des fois, ils sont tout blancs, ils ne voient pas la lumière du jour. C'est une horreur. Et ils ne voient pas. Donc, les petits poussins sont sélectionnés, ils sont broyés, comme on disait. Quand ils ne sont pas broyés, ils sont gazés. Et c'est des bêtes qui ne voient pas la lumière du jour, donc c'est une horreur. Le cochon français, j'évite d'en prendre. Alors, il y en a dans le sud-ouest qui sont bons, hein, souvent. Par contre, le bœuf en France est encore bon parce que c'est de l'élevage extensif. Il y a beaucoup d'herbes en France, un climat humide, donc il n'y a pas de problème pour que les bœufs, les vaches, tout ça, puissent paître dehors. Donc quand on mange du bœuf en France, on est sûr qu'il a eu une vie correcte. Donc je mange avec plaisir du bœuf français. J'aime manger du cochon en Hongrie, j'aime manger du poulet parce que je sais qu'il y a à l'extérieur de l'oie, tu vois des champs d'oie, elles sont heureuses avant de finir dans l'assiette. Donc c'est tout le temps un plaisir de manger un animal qui a été heureux. D'accord. Et manger un animal malheureux, ça me fait vomir. Je n'en mange pas. C'est comme je ne mange pas de bébés animaux. Je sais qu'une fois, j'avais vu un film porno hongrois. J'ai acheté des films porno hongrois pour apprendre le hongrois des fois. Et ça se passait dans une ferme. C'était à l'époque, on faisait il y a une fête traditionnelle. Dans le contexte culturel. Voilà, mettait dans le contexte culturel. On voyait le cochon qui allait être tué et qui était transformé en saucisse. Je crois qu'ils faisaient des trucs avec les saucisses après, si je m'en souviens bien. J'étais jeune. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit le cochon. Ils apportent au cochon, un beau gros cochon de la campagne, heureux de vivre. Il lui apporte du maïs, tu vois, un gros paquet de maïs. Ouais. Et on voit le cochon qui arrive super heureux, la tête dans le maïs. Et à ce moment-là, le mec arrive pendant qu'il est en train de manger dans le maïs, il arrive avec ses 2 électrodes, et boum! Et d'un seul coup, le cochon qui avait la tête dans le maïs, boum! Électrocuté, il meurt. Et je me suis dit, mais quelle merveille, le cochon est mort. La dernière chose qu'il a vue, c'est un gros plat de maïs. Dire, c'est formidable, c'est comme si toi tu mourais, la dernière chose que tu vois avant de mourir, c'est t'es heureux, et d'un seul coup, t'as un anévrisme qui te fout droit et tu vois un coucher de soleil, des enfants qui jouent, je sais pas, ou bien les fesses d'une belle femme, tu vois. Mais par contre, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est les végétariens abrutis qui nous disent qu'on est végétarien, donc et qu'on dit que l'homme est végétarien, l'homme est fructivore, frugivore, et qu'il n'est pas, qu'il ne sait pas mangeur de viande. C'est aller à l'encontre de l'évolution humaine. L'homme, depuis qu'il est entré en savane, donc c'est-à-dire qu'en 1,5 million, je sais pas, les premiers australopithèques sont entrés en savane, ils ne pouvaient pas être frugivores et végétariens parce qu'il n'y a pas de végétaux qui puissent digérer. Donc ils sont obligés de se rabattre sur la viande. Donc, on a des millions d'années d'adaptation à la viande, au début crue, avec la transformation de la mâchoire. Oui, il n'y a qu'à voir les mâchoires d'australopithèques, ce sont des mâchoires qui sont faites pour mâcher de la nourriture coriace, hein, pas des fruits et des racines, mais de la viande. Nos ancêtres n'avaient pas un système digestif adapté aux végétaux que l'on trouve en savane. Ils ont une réduction du système digestif, hein, parce qu'ils ont mangé de la viande, hein, donc pas besoin de grands intestins dans lesquels fermentent les végétaux pour que les bactéries puissent couper les fibres de cellulose pour en sortir les briques. Et on peut très bien se passer de viande actuellement. Il y a des démarches, c'est une démarche morale qui est tout à fait honorable de se passer de viande. Mais ça ne signifie pas qu'on est fait on a évolué sans viande. Mais ça ne signifie pas qu'on a évolué sans viande. C'est une adaptation possible actuellement. D'ailleurs, depuis le néolithique, donc depuis qu'on est des agriculteurs, il y a un retour vers le végétarianisme, mais qui n'est pas un retour qui est un retour qui est bien, qui nous a apporté des calories, qui a permis à l'homme d'exploser en nombre sur Terre. Mais le problème, c'est que ça a apporté aussi des gros problèmes au niveau carence alimentaire. On voit une réduction de taille, on voit apparaître des maladies de civilisation dues à cette nouvelle alimentation végétarienne, mais qui n'est plus feuilles-fruits, qui est graines broyées. Les graines broyées, on a les calories vides, qui nous font survivre l'hiver, qui nous font survivre aux famines, qui nous permettent de croître et de se multiplier, d'être des millions sur Terre, mais après de développer des carences avec l'âge, parce qu'il nous manque toutes les briques qui nous permettraient de pouvoir régénérer correctement l'organisme. Est-ce que tu connais un petit peu les youtubeurs qui font le buzz sur internet en muscu? Alors je connais comment il s'appelle, justement, ça va être, c'est le jeu. Voilà. Je te fais les phrases et il faut que tu devines qui c'est. Damn les gens. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis. Mais je le connais, Thibaut Chape. Thibaut InShape. Thibaut InShape, il est très sympa. Thibaut InShape, il t'aime bien. Bonjour Thibaut, Bonjour Thibaut, il est très sympa. C'est un garçon qui a beaucoup d'humour, dynamique et adorable. C'est un garçon qui ne juge pas. C'est un garçon que j'ai jamais entendu négatif, donc tout le temps sympa. Hein, alors les mecs ils disent oui, alors j'ai tout plein de mecs, oui mais il ne connaît pas grand chose, il connaît rien. Mais c'est normal, il est jeune. Mais par contre, il a une très bonne approche et je peux vous dire que s'il garde sa mentalité, dans 10 ans,
il est au top de l'enseignement, si tu veux. Mais si vous l'avez pour vous divertir et avoir un garçon qui va vous donner la pêche et en plus qui a bon cœur, c'est bien. En plus, il traite tellement de sujets que vous allez pouvoir avoir un survol des sujets. Vous n'allez pas approfondir, il est trop jeune, c'est normal, on ne peut pas être et avoir été. Hein, et on ne va pas enseigner si on n'a pas vécu. Par contre, c'est un garçon qui a beaucoup d'intelligence, qui est très fin, beaucoup d'humour et observateur. Alors il va chercher du travail et il fait comme si il est intéressé par le poste qui est en face de lui, alors qu'en vérité il cherche un travail près de la salle de muscu, mais il ment. C'était très drôle. Il a beaucoup d'humour. Les problèmes avec les copines quand on mange des produits, quand on fait de la muscu, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc je dirais que au niveau de son approche psychologique des hommes, il est bien en avance sur moi au même âge. Au même âge, j'étais à côté de toi à la préhistoire. Salut, bande de grosses tapettes. C'est notre ami belge. Oui. Il est très drôle aussi. Alors lui, on fait. Jean-Ange le musclé. Mais oui, c'est un copain, je l'ai des fois sur net, on rigole. Les deux, comment il s'appelle, Thibaut et Jean-Ange le musclé. Jean-Ange le musclé. C'est les deux que je trouve très drôles. Jean-Ange le musclé s'était fait attaquer par Lafay. Jean-Ange, t'inquiète pas, il attaque tout le monde. Moi aussi, il m'a attaqué. Donc j'ai envoyé mes avocats. Salut jeune abricot, tu veux m'aider à serrer Page Hathaway? Tu le connais pas celui-là? Je connais pas. Ah, je t'enverrai son nom, il est pas mal. Il s'appelle From Human to God. FCAN. Bonjour. Je voudrais vous présenter les modifications que j'ai apportées à ma machine de musculation Nautilus. C'est mon collègue. C'était horrible. Mais on l'aime bien, il nous fait des belles vidéos. On l'aime bien. Moi, les meilleurs, c'est quand il est en short. Ah, il a des belles fesses. Il a des belles fesses, des belles cuisses, et on voit un short jean style années 80 et il fait des cuisses en gros plan. Et comme il me disait, il disait putain, je pensais avoir une vidéo qui avait fait, je sais plus, 1 million, je sais pas, il avait fait une vidéo qui avait fait des centaines de vues. Ah oui, mais dans un milieu un peu particulier. Voilà, alors lui il pensait que c'était les mecs qui avaient regardé sa vidéo parce qu'il était intéressé par la technique d'exécution du mouvement. Et en vérité, c'était sa plastique qui avait attiré tous les homosexuels. En tout cas, Mickaël, on l'adore, il fait des super vidéos sur l'histoire de la muscu. Alors moi, celle que je préfère de Michael Degundil, c'est ses vidéos historiques sur l'histoire du bodybuilding. Ah oui, les magazines, on apprend tout, et pour les passionnés, c'est bien. Salut à tous. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur les problèmes d'hypersupination calcique du grand dentelé antérieur. Alors c'est moi, sauf que je ne prends pas des termes aussi techniques en général. J'ai un peu exagéré. En général, je prends des termes relativement simples pour que tout le monde les comprenne. Et que vous n'avez pas besoin d'apprendre les noms comme des singes savants. Ce que vous avez besoin, c'est de savoir exécuter le mouvement ou de comprendre un peu l'organisme, de le visualiser. C'est bien pour passer les diplômes. Sur ce, on va payer la note. On va terminer l'interview là-dessus. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez que c'est une vidéo en vrai direct. Voilà, c'est... Combien c'est alors? Combien? On va terminer. Faut la garder ça. Alors j'ai 1,50, sinon j'ai un billet. Et moi j'ai combien? Attends, moi j'ai un billet de 10. Voilà. C'est pas, il y a assez? Je sais pas, ça ira? Voilà le pourboire pour la vidéo qu'on a un peu dépassée. Hein. Merci. Voilà, donc, voilà vous voyez qu'on était en vrai direct. C'est ça. Dans Paris, Paris que j'avais quitté. Est-ce que tu peux me faire une petite signature devant la caméra s'il te plaît? D'accord. Je quitte la France pour la Hongrie. Ah, le beau pays. Jeudi, ça la Hongrie, l'Ukraine et ses vastes plaines. La plaine hongroise. Des belles vidéos de là-bas. Ouais. Des petites vidéos. Ouais. Soyez les hommes libres et ayez un peu de courage et pour affirmer ce que vous êtes. Merci pour cette belle signature. Ouais. C'était mon premier, il date de 2003. Donc c'est un collector. Grande valeur sentimentale. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Et puis rentre bien. C'était François de Musculation Libre avec Frédéric Delavier. Et puis restez libres.